Garbage day! Huh? No! Sipping on booze in the house of blues. It's the oh. Salut à tous, comme d'habitude je vous prie de bien vouloir mettre un pouce bleu et partager la vidéo une fois que vous aurez fini le visionnage. Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, mon lien Utip est en description de la vidéo. Aujourd'hui une nouvelle critique salée qui va traiter à nouveau de Fear the Walking Dead. Pour cette vidéo on va parler de la mid-saison 5 et une fois la deuxième partie de saison sortie, si c'est toujours aussi mauvais, je sortirai également une critique salée pour en parler. J'espère que ce ne sera pas le cas et qu'on aura enfin quelque chose de bien, en rapport avec la communauté des hélicos par exemple, qui aurait un lien avec les films de Rick. Mais au vu du trailer de la seconde partie sortie durant la Comic Con de San Diego, je ne suis pas du tout rassuré. Le seul truc cool, c'est que le trailer, avec tous ses plans en mode documentaire journaliste, s'inspire pas mal du film de George Romero, Diary of the Dead, en français Chronique des morts vivants. D'ailleurs, le personnage d'Altea, au fond, est un bel hommage à ce film. Pour ceux qui débarqueraient et ne connaîtraient pas ce format de vidéo critique salée, c'est tout simple. Je prends un film ou une série qui je trouve avoir énormément de défauts et être très décevante, pour mettre en lumière mon avis et ma critique de façon salé. Mon ton limite insultant est totalement voulu, assumé pour faire rire ou en tout cas vous donner le sourire. C'est une critique tout à fait personnelle et si vous avez des arguments contre mes dires, n'hésitez pas à vous déchaîner en commentaire, mais avec un minimum de respect. Une critique salée est faite à but humoristique, c'est du divertissement. En aucun cas j'impose mon avis ou vous mets un couteau sous la gorge. Vous êtes libre d'aimer l'œuvre que je critique. Maintenant oui, je le défends corps et âme ce point de vue, mais je reste respectueux un minimum, donc j'attends de vous de l'être autant en commentaire ou sur les réseaux, même si je pense qu'un bon nombre de personnes seront majoritairement en accord avec mes propos. Alors de manière globale, je reste définitivement sur le même avis que pour la saison 4, qui je le rappelle a totalement remanié la formule de la série. On est passé d'une série spin-off à The Walking Dead qui était clairement originale et donnait un souffle nouveau, à un espèce de gribouillis d'enfant dont on ne sait pas ce qu'il a voulu dessiner en fait. La saison 3 était vraiment excellente et sa fin promettait une saison 4 vraiment excitante puisque les personnages étaient totalement séparés. Sauf qu'entre temps, AMC confirme un crossover entre les deux séries pour la saison 4, avec en particulier le personnage de Morgan. Je m'imaginais voir le Morgan d'avant les saisons 5-6 de The Walking Dead, être de passage avec le groupe de Madison, je l'imaginais pourquoi pas aider Madison à retrouver les personnages de son groupe, pour ensuite s'en aller en fin de saison pour retrouver Rick et compagnie en saison 5-6 de The Walking Dead. Il en a été autrement, c'est le Morgan d'après saison 8 qui débarque chez Fear, ce qui a été ultra gênant puisque la série a dû subir une grande ellipse. Entre scènes du passé et du présent, cette saison remanie complètement la série en tuant les têtes d'affiche, Salam, Nick et Madison. Morgan devient le personnage principal de la série en amenant avec lui beaucoup de nouveaux, au point qu'il y ait plus de nouveaux personnages que ceux des 3 premières saisons. Et ça, je suis désolé, mais c'est tout juste impardonnable. La pilule est peut-être passée pour beaucoup de monde, mais pas pour moi, et c'est pour ça qu'en critique salée ou pas, je continuerai toujours à mettre en lumière ce gâchis infâme. Si vous n'avez pas vu la critique salée sur la saison 4, je vous invite fortement à la regarder avant de continuer cette vidéo. Histoire de ne pas trop être largué, je risque de faire référence à pas mal de choses qui se sont passées durant cette saison 4 de Fear. Pour cette critique salée, j'ai décidé de changer un peu les codes. On ne va pas explorer tout ça par chapitre sur un personnage ou un événement en particulier, mais on va se refaire la saison épisode par épisode, histoire de bien appuyer sur les détails que je trouve ahurissants. Donc pour ceux qui ont déjà vu d'autres critiques salées, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous préférez par épisode ou par chapitre précis comme pour la critique sur la saison 4. Merci d'avance. Bon déjà ça commence mal cette intro avec la voix de Morgan qui résume son arrivée dans la série et ce qu'il a pu y faire en saison 4. En gros ce qui devrait être un résumé des saisons précédentes n'est en fait qu'un résumé des choses qu'a pu faire Morgan et ce qu'il apporte de nouveau, tout en excluant ce qui avait été fait avant qu'il ne débarque dans la série. Pas de scène pour montrer les morts de Madison et Nick, alors que ça serait logique de les voir étant donné qu'ils étaient dans la saison 4. Donc ça prouve bel et bien qu'AMC et ses producteurs, écrivains, producteurs et compagnie ont lâché une grosse
sur ce qu'était la série pour en créer une nouvelle où Morgan est le personnage principal. Au moins ils assument enfin totalement cette décision puisqu'énormément de monde ont rejoint la série grâce à ce crossover et que la majorité de ces personnes-là qui s'expriment ont kiffé. Et c'est bien normal puisque c'est nouveau et que Morgan a l'air enfin de servir à quelque chose. Mais la vérité c'est que les fans des 3 premières saisons, dont je fais partie, se sont fait ni plus ni moins enfiler avec cette histoire de crossover. L'arrivée par avion, le crash, l'intro à la Avengers. It's okay. We're here to help. Get inside! Protège 2 gamins des zombies attirés par le crash, en plus de se sauver eux-mêmes du crash, Luciana extrêmement blessée. À travers cette intro, on vit un peu un rappel des personnages que la série présente aux 2 gamins. Après avoir un minimum repoussé la horde entourant le crash, un camion finit par débarquer et il s'agit d'Annie, la sœur des gamins. Ces mêmes gamins nous font découvrir une menace, une communauté serait soi-disant hostile et s'amuse à faire des barrages de zombies pour éloigner les gens. En peu de temps, le groupe trouve un relais où il y a énormément de ressources, un peu comme la station-service de la saison 4, d'ailleurs étrangement on dirait le même décor, mais changé pour paraître comme étant un relais et non une station essence comme la saison précédente. Encore une fois, ces personnages ont une chance de cocu, mais genre celle d'un cocu quelque chose de bien quoi. Ils ont un code GTA ressources illimitées, ils crèveront jamais de faim ces gens-là, ni de soif, c'est juste dingue. Pendant que le groupe cherche à soigner comme des soldats en pleine seconde guerre mondiale Luciana, les gamins en profitent pour prendre quelques ressources et se barrer. On notera qu'également ces mêmes gosses sont dans les parages depuis longtemps mais ne sont jamais tombés sur ce relais rempli de ressources. Victor, Charlie, Sarah et Wendell sont restés à l'usine de Clayton, mais durant une expédition, ils se font voler l'emplacement par Logan, l'ancien associé de Clayton. Et ce Logan est vraiment introduit comme une menace, puisque c'est à cause de lui que Morgan et les autres sont partis. Il avait visiblement fait semblant d'avoir besoin d'aide pour diviser le groupe et reprendre son usine. Le retour de Daniel Salazar, qui a été interviewé par Altea en scred, Victor voit ça et se met dans l'idée de le retrouver pour avoir son aide pour récupérer Morgan et les autres. Altea se promène en plein orage de nuit et tombe sur un zombie assez particulier qui a énormément de papiers style secret défense, avec le logo des hélicos de Walking Dead. Quelqu'un met un coup par derrière à Altea et pouf. On a un Victor solo parti chercher Daniel au hasard et il va le trouver easy. Il nous lâche une vidéo en mode si vous retrouvez cette cassette c'est que je suis probablement mort. On n'y croit pas à une seule putain de seconde, une construction dramatique pour rien. Sa vie n'est jamais réellement en danger durant cette moitié de saison. Suite à la disparition d'Altea, Morgan et Alicia se mettent à sa recherche, tandis que John et June cherchent les enfants, ou alors c'est l'inverse, voire les deux à la fois, c'est pas très clair. À partir de cet épisode, Alicia se la joue vraiment meuf perdue dans sa tête qui bute du zombie à tour de bras sans aucun état d'âme, comme si qu'elle était morte à l'intérieur alors que même après avoir perdu son frère et sa mère la saison passée, elle n'était pas comme ça. Morgan tombe sur un espèce de piège à zombies où sont foutus en cage des oiseaux, les zombies approchant sont chelous. Morgan s'avance, il se fait ligoter les jambes par le piège, il galère à tuer un zombie, il se fait sauver entre guillemets par une femme en combinaison et la première chose que cette femme lui dit c'est Take off your clothes. All of them. Tu m'étonnes que plus tard on sent qu'entre les deux il se passe quelque chose. Cette femme s'appelle Grace, elle leur explique un peu sa situation, le fait que les zombies sont radioactifs et on a l'impression que Morgan prend une douche pour la première fois depuis des années alors que les persos sont quasi H24 propres comme des sous-neufs. Alicia et Morgan aident donc Grace à nettoyer quelques zombies, dont des radioactifs. Après ça, Grace repart de son côté. Durant tout l'épisode, les retrouvailles entre Victor et Daniel sont assez électriques et lorsqu'on pense que Daniel va aider Victor, ce dernier se fait jeter comme une vieille chaussette. Dès le début de l'épisode, June et John partent une nouvelle fois à l'aventure. Leur objectif c'est du carburant, Luciana leur laisse penser qu'à une certaine station-service, Clayton, le vieux de la saison 4, y aurait laissé des cartons de survie. Donc genre ce vieux il a parcouru tous les États-Unis pour foutre des cartons tous les 10 km ou c'est comment là? C'est abusé. Ils se font attaquer par des inconnus sur le chemin et comme par hasard ils finissent dans une réplique de ville du Far West, qui aurait été le terrain de jeu de John durant sa vie d'avant l'apocalypse. Ça sort de nulle part.
part. Cette histoire d'espèce de ville à thème, un peu attractive, style à la mer de sable et leur spectacle de cow-boy. Encore une fois, dans cet endroit, les deux trouvent tout ce qu'il leur faut, que ce soit des armes ou de la bouffe. J'insiste encore sur ce genre de détails, mais franchement, dans The Walking Dead, j'ai quand même plus l'impression qu'ils galéraient tellement, mais tellement plus à trouver de la bouffe. Ils galèrent tellement d'ailleurs que dès la saison 3-4, ils se mettent à cultiver des terres pour faire pousser de la nourriture eux-mêmes. Et là, alors que durant cette saison 5, les personnages sont censés être au niveau de la saison 8 de The Walking Dead, c'est tellement pas crédible de voir tout ça. Bien sûr, après avoir looté comme dans State of Decay, ils sortent et se font une nouvelle fois attaquer par, attention, Dwight. Ce dernier qui est en pleine recherche de sa bien-aimée Cherry. La première chose qui me vient à l'esprit en le voyant, c'est que son arrivée, le fait qu'il soit ici, aussi loin des communautés d'Alexandria et compagnie, se justifie largement de par sa quête pour retrouver Cherry. Et ce que je trouve également plus que crédible comparé à Morgan en saison 4, c'est le fait qu'il arrive dans les environs bien plus longtemps après Morgan, justement alors que ce dernier est parti après Dwight. C'est comme si que Dwight avait fait le chemin normalement, tandis que Morgan avait réussi à choper un ou deux Uber en plus pour arriver plus vite. Dwight est très menaçant, mais il se fait tellement pas respecter, June l'assomme par derrière. Le traitement de Dwight est vraiment nul à chier. Dans The Walking Dead, il avait une vraie place. C'était un personnage badass qui avait du poids. En tout cas, il était clairement le bon personnage des saisons 7 et 8. Le voir comme ça dans Fear, ça fait vraiment tâche. On a l'impression de voir un personnage de jeu vidéo qui aurait perdu tout son stuff, qui n'a pas vu d'humain depuis 10 ans, limite c'est plus le même homme. Alors que je me souviens d'un personnage très réfléchi, prudent, mais surtout juste dans son comportement et sa vision des choses. C'est comme voir un nouveau Dwight, un peu comme Morgan qui après une saison 8 sur The Walking Dead très bancale, sur Fear, il redevient le saint qu'il était en saison 6 de The Walking Dead. En tout cas, via cette rencontre avec June et John, on revoit Dwight qui est sur la piste de Cherry, cette dernière qui lui laisse toujours des lettres aux endroits où elle passe. Donc on sait qu'elle sait que Dwight la cherche, ou en tout cas, elle est largement en droit de le penser, et ne serait-ce que par amour, elle n'essaye jamais de rester au même endroit quelques jours, juste histoire de vérifier si Dwight est bien sur ses pas. Si je me souviens bien, elle avait réussi à s'échapper du sanctuaire tout en essayant d'aider Daryl à s'échapper aussi, mais elle n'était pas partie en froid avec Dwight. Donc je comprends pas ce délire de ne pas tenter le coup. Qu'est-ce que ça lui coûte d'attendre un peu, histoire de voir si Dwight pointe le bout de son nez. Après une sacrée discussion, John, June et Dwight s'allient, sortent pour tenter de s'en aller de la ville Far West, tandis qu'il y a une horde de zombies. Bien sûr, les choses se gâtent et Dwight finit dans une voiture encerclée par la horde de zombies. Après une autre discussion, Dwight continue le résumé de ses aventures entre la saison 8 de Walking Dead et son arrivée dans Fear. June et John se décident à venir le sortir de sa situation périlleuse. Morgan, Luciana et Alicia cherchent à retrouver les gosses pour les sauver alors qu'ils ne veulent pas d'aide. Mais c'est des enfants donc ils ont pas le choix, c'est comme ça. Le discours d'Alicia pour convaincre les gosses par radio de les laisser se faire aider, c'était vraiment mauvais quoi. Retour au Far West avec Lucky Luke qui va nous ressortir le grand jeu pour tirer Dwight de sa situation. Il vide ses chargeurs, on sent jamais le danger puisqu'on sait que c'est Lucky Luke et qu'il est juste cheaté pour rien du tout. Prenons cette scène. Dwight il est cloué au sol et il n'y a que deux zombies très lents qui s'approchent de lui. John et June ils ont 100 ans d'avance pour simplement courir vers lui et planter tranquillement les zombies. Mais non, pourquoi faire simple? On parle de Lucky Luke, faut sortir le grand jeu. Donc il crie à Dwight de lever sa hache. Lucky John Luke en une seule balle tire sur la hache. La balle coupée en deux plombe les deux zombies en même temps. Wow. Et c'est une scène très sérieuse, hein, on est d'accord. That's a San Antonio split. Ta gueule! Ah ok, parce qu'en fait le gars bossait dans ce parc à thème pour montrer ses talents de Lucky Luke. Et juste avant leur rencontre avec Dwight, quand June lui parle de ses démonstrations, il ignore le sujet. Mais là, vu qu'il est en condition et bien armé, au lieu de jouer la sécurité, il choisit de faire son petit numéro. That's only the second time I ever pulled that off. Okay. Plus tard, Morgan, Luciana et Alicia arrivent à rejoindre John, June et Dwight, et c'est là que Morgan et Dwight se retrouvent. Des retrouvailles qui se passent tranquilles. Les autres sont étonnés et Morgan leur précise bien qu'ils viennent tous les deux de la même série. Et pour justifier entre guillemets la raison de sa présence, qui est un sacré hasard, il précise I was following my wife Sherry's trail. When she hit Georgia, everything seemed to drive her this way.
Bon, je sais pas trop quoi en penser, ça voudrait dire qu'il a fait autant de route, voire plus que Morgan, pour finalement tomber aussi dans le coin par hasard. L'intrigue autour des zombies attachés par les boyaux est toujours bien présente, et du coup Alicia demande à Dwight s'il en sait un peu plus. Il les amène à un endroit où il y a un grand barrage de zombies. À ce moment-là, Alicia reçoit un appel sur son talkie. Il s'agit d'un des gosses qui demande à être rejoint. Le groupe trouve le petit Dylan ensanglanté dans un van. Alicia lui demande où sont Max et Annie, le petit Dylan ne répond pas. Scène finale de l'épisode, on voit donc Max et Annie faire un barrage de zombies et parler du fait que Dylan est utilisé comme taupe chez Alicia et compagnie pour espionner et savoir ce que veulent le groupe. En gros, mis à part la menace zombie radioactive, il y a rien de bien ouf dans cette mi-saison en termes de réelle menace, puisque même Logan, qui aurait pu faire un bon méchant, n'est finalement qu'une victime menacée de mort par les siens. Début d'épisode, on suit une journée quotidienne de Daniel qui s'amuse à désamorcer des pièges qui protègent visiblement des ressources. Qui place ces pièges à la con, pourquoi et surtout comment Daniel arrive à trouver ces endroits-là en particulier. Pour le moment, avec cette mi-saison, on n'en a aucune putain d'idée. Peut-être que ça aura un lien avec les gens qui sont avec Logan, ou alors que c'est peut-être juste un mystère à la con pour faire du remplissage. Ça m'étonnerait franchement pas. Un soir, Victor, Sarah, Wendell sont près de chez Daniel. Charlie est utilisé pour s'infiltrer dans la base de ce dernier, histoire de repérer l'avion, car l'objectif est bien entendu les avions, parce qu'en avion on se déplace plus rapidement, et puis c'est l'ultime moyen de transport de cette saison apparemment. Durant l'apocalypse zombie, les avions c'est important d'en avoir un ou deux. Du coup la petite Charlie finit par se cacher dans la voiture que Daniel prend dans la nuit pour partir en expédition. Au relais, le petit Daniel infiltré pour le compte des Goonies se met à lire le livre Le Petit Prince, et on nous fait tout un pataquès avec ce livre. En mode c'est grâce à ce livre que le groupe a réussi à traverser une période difficile, alors que pas du tout. On a vu personne le lire vraiment en saison 4. Charlie l'a tenu, elle l'a peut-être feuilleté avant de s'échapper par peur de se faire buter par Luciana ou Alicia, mais c'est tout. Là, avec le petit Dylan, vu qu'il ressemble au petit prince parce qu'il est blond frisé aussi, on essaye de nous vendre un lien à la con, censé être stylé j'imagine, mais je ne vois pas en quoi ça l'est en fait. Et cette histoire d'avion en rapport avec le petit prince guide toute cette mi-saison, puisque c'est Dylan qui suggère de réparer l'avion comme dans le livre, alors qu'ils peuvent largement rentrer à l'usine en camion ou en voiture, puisque Victor et les autres les rejoignent au relais comme ça en fait. C'est juste débile. En tout cas, c'est là d'être des gosses hyper organisés les Goonies, attention. Ils doivent avoir des codes de communication incroyables. Ollie, Oxenfree. Le petit, il est super discret aussi, tellement qu'il rend Luciana aveugle. Everything okay? Couldn't find the tape. It's in back. Daniel savait que Victor et les autres allaient s'introduire chez lui, donc il a enlevé des pièces de son avion pour niquer Victor, pour prouver que ce dernier est toujours un fourbe comme dans les premières saisons. Donc ils attendent le retour de Daniel et Charlie, Victor ne faisant que dire que ses amis sont en danger, alors qu'ils ne font qu'aider des gens et qu'au pire il n'a qu'à les rejoindre en camion pour s'assurer de leur état. À partir de cet épisode, on nous construit une relation qui deviendra proche du père-fille en fin de mi-saison entre Daniel et Charlie. Mais c'est tellement forcé que ça me touche pas. Et le chat, parlons-en du chat. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi Daniel n'a pas un chien mais un chat de compagnie? Ça essaye de briser les codes du survivant apocalyptique qui se trimballe d'habitude avec un chien, c'est ça? En essayant de déjouer un nouveau piège, Charlie et Daniel finissent par avoir une horde de zombies au cul. Et au lieu de les laisser où ils sont et tracer en bagnole comme Jaja, il les accompagne pour les amener à sa base, car là-bas il y a des murs pour se défendre de la horde. Bon, on est d'accord que c'est complètement débile, mais de toute façon, Sarah l'est encore plus, puisqu'en essayant de voler l'avion de Daniel qui a des pièces en moins, et donc de fait inutile, elle a éclaté une partie du grillage mur entourant la base de Daniel. Ce qui crée donc un enjeu majeur et dangereux avec cette horde. Du coup, vu que Charlie en une moitié de journée c'est devenu un peu la fille adoptive de Daniel, ce dernier décide de se sacrifier entre guillemets pour être le bout de viande devant la horde de zombies et permettre donc à Charlie de rapporter les pièces manquantes pour l'avion et tout le reste avec quoi. Entre temps, Dylan le petit prince espionne toujours pour les Goonies, mais il craque et avoue aux autres qu'il mente depuis le début et que Max et Annie ont besoin d'aide, donc ils ont pas le droit d'être énervés parce que Dylan le petit prince a menti. Please, Max and Annie are in trouble. I'm sorry we lied, but they need help. Please. Aider, aider, aider. Bah ouais, c'est des Avengers, je vous rappelle, hein.
sauf qu'en venant aider Annie et Max de quelques zombies que eux-mêmes étaient à la base en train de religoter pour faire un autre barrage de zombies, ouais, c'est des champions toute catégorie ceux-là, hein. Bah à peine une minute après, tout le groupe des Goonies débarque, armés comme des tueurs sous coke et pointent leurs armes sur Morgan et Alicia qui lâchent les leurs. À ce moment, je comprends pas, pourquoi cette scène en fait? Pourquoi ils lâchent leurs armes? Quelqu'un leur a demandé? Bah non. Daniel toujours en train de marcher avec une horde derrière lui, Sarah et Wendell débarquent avec le fourgon mitraillette balles illimitées pour le sauver, sauf que cette fois-ci, le code GTA il marche pas. Quelqu'un a dû se tromper en tapant le code, on sait pas. Ça peut paraître gratuit, mais en fait, c'est fait exprès, avec raison, puisqu'en fait, pour sauver Daniel, suffisait pas de simplement le faire monter d'abord dans le fourgon et ensuite essayer le code GTA des balles illimitées. Non. En fait, il fallait à tout prix que Victor débarque avec l'avion remorqué au camion de Clayton pour l'utiliser et ainsi niquer les hélices en tuant la horde de zombies. Parce qu'en fait, faut qu'ils le réparent. Faut pas qu'ils aient directement un avion fonctionnel. Faut faire comme dans Le Petit Prince. Morgan et Alicia finissent par ne plus être mis en joue par les Goonies et ces derniers leur révèlent que les zombies radioactifs près du camp sont en fait leurs parents. De retour à la base de Daniel, ce dernier fait à manger pour les autres, laisse tout ce qu'il a pour Charlie, Victor et compagnie et décide de s'en aller. Genre c'est limite un adieu en fait. Pourquoi il se barre? Bah y a pas vraiment de raison donnée, c'est histoire de le faire revenir en Deus Ex Machina en fin de mi-saison quoi. Victor communique avec Luciana pour lui expliquer qu'en aidant Daniel ils ont flingué les moteurs. Bon là encore une fois je comprends pas trop. Durant la scène on voit que les zombies foncent comme des pions sur les hélices, ils n'endommagent pas le moteur en particulier. Comment le moteur a pu être HS après ça? Logiquement ça devrait plutôt être les hélices, mais bon je suis pas expert en aviation, s'il y a une personne parmi vous qui l'est, bah dites-moi tout ça en commentaire. Du coup Victor est désolé parce que sans cet avion fonctionnel c'est la merde pour partir de là où ils sont, alors que durant cette mi-saison ils feront au total au moins 2-3 allers-retours sans avion en fait. Et là le petit prince qui écoute tout ça à côté de Luciana déballe l'histoire du bouquin. The pilot. In the book, he crashes his plane in the desert. How did he get out? He fixed his plane, put it back together and flew away. So why don't you do that? Puissant, il est. Puissant. If he can do it, so can you. Mais ça me bat les couilles! Les Goonies finissent par dire la vérité à Morgan et Alicia. Il y a bel et bien des personnes un peu cheloues dans le coin, mais ce ne sont que les deux de la communauté des hélicos qui se sont battus, Isabelle et son collègue. Ensuite, ils entendent un hélico s'envoler, il s'agit bien sûr d'Isabelle. Le seul et unique épisode qui est un grand intérêt tout le long de cette mi-saison, puisqu'on suit donc Althea et Isabelle. Isabelle, alias Happy, est une femme venant d'un endroit secret qui est de la plus haute importance, selon ses dires, et que ce qui se passe là-bas représente le futur de l'humanité. Donc oui, c'est bel et bien une personne faisant partie de la communauté des hélicos présente depuis le début de Walking Dead, jusqu'au départ de Rick en saison 9, et visiblement jusqu'à Fear via donc Althea et Isabelle. Durant cet épisode, Althea fait tout pour en apprendre plus sur ce qu'elle a pu trouver avant de se faire assommer, tandis qu'Isabelle veut à tout prix qu'Althea détruise la cassette avec laquelle elle a filmé l'épreuve durant la nuit. L'hélicoptère d'Isabelle n'a plus de carburant, elle communique donc avec quelqu'un par radio, elle déclare être de l'unité 17 et son interlocuteur dit pouvoir lui envoyer une équipe de secours. Mais on sent bien qu'elle n'est pas très rassurée, donc elle dit pouvoir être là-bas en 74 heures. L'hélico n'ayant plus de carburant, j'imagine qu'elle veut dire 74 heures à pied. Un hélicoptère peut parcourir jusqu'à 800 km de distance. En considérant le fait que les personnes de la commune des hélicos font des allers-retours pour approvisionner leur base, j'ai fait des calculs et avec une vitesse d'environ 11 km/h à pied, un être humain mettrait environ 72 heures pour parcourir 800 km, tandis qu'un hélico à vitesse de croisière d'environ 300 km, lui ne lui faudrait que 2h40 environ. Tout ça pour dire qu'avec ces calculs, on peut tenter de se faire une idée potentielle d'où pourrait être cette fameuse base. Le problème avec Fear, c'est qu'il est impossible de savoir à peu près où se passe l'action. Avec The Walking Dead, c'est plus ou moins possible, mais Fear durant les saisons 4 et 5, on n'a aucune indication, ou en tout cas j'en ai aucun souvenir. Encore une fois, si quelqu'un a l'info, qu'il la partage en commentaire et se sert de mes calculs pour essayer de nous balancer un cercle approximatif sur la map des États-Unis. Pour résumer vite fait l'épisode, Isabelle doit donc récupérer du carburant et les deux femmes s'unissent pour rejoindre une réserve secrète, qui se trouve en hauteur et connue uniquement de la commune des hélicos. Durant cette aventure, Isabelle raconte un peu son histoire. Elle explique que le cadavre sur lequel Althea est tombée est en fait son collègue, qui à force de bosser et de voir la
la radioactivité à la centrale sur les zombies, il aurait fini par péter un câble, ce qui voulait dire mettre en danger ce qu'ils cherchaient à défendre tous les deux. C'est donc pour ça qu'elle a dû le tuer, et qu'elle n'hésiterait pas donc à faire la même chose avec Althea. On comprend donc qu'Isabelle et son équipier étaient très certainement en contact avec Grace, puisqu'elle travaillait à cette centrale avant que cette dernière ne subisse des dégâts qui se sont répercutés aux alentours, d'où sa chasse aux zombies radioactifs. À travers leur discussion, Althea et Isabelle se rendent compte que si elles n'avaient pas chacune leur objectif et mission, elles pourraient avoir une relation, puisqu'en fait, avant la fin d'épisode, au moment où Althea finit par donner la cassette à Isabelle, elles finissent par s'embrasser et certainement plus. À la fin de l'épisode, on se rend compte qu'en fait, la personne que les enfants ont vue plus tôt n'était autre qu'Isabelle allant à son hélicoptère pour repartir à sa base. Althea retrouve Morgan, Alicia et les Goonies. J'en ai parlé au fur et à mesure, mais même dans cet épisode, il y a eu quelques passages complètement what the fuck. À commencer par la voiture. I don't stay in the car. That rule's kept me alive even before people were eating each other's faces. Mais waouh, quel instinct de survie surhumain durant l'escalade de ces morts. On bat les couilles, rien à foutre. C'est bon, tu l'as dit une fois, on a compris, hein. Et bon Dieu, encore cette histoire de bière, vive l'Amérique. You have a brewer? Someone who's trying to be one anyway. Momo. Not bad, c'est Eden Kane, ils ont juste retiré l'étiquette, c'est de la pisse. On débute sur un discours de Morgan une nouvelle fois dans un style à la Avengers. On a surmonté l'impossible, ensemble on peut surmonter cette nouvelle épreuve. Mais stop! Victor et les autres viennent avec vous depuis l'endroit où vous voulez aller en avion, avec des carcasses d'avion pour faire le chemin de retour avec, plutôt que d'utiliser les moyens de transport avec lesquels ils viennent vous aider. Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie ultime que fait preuve cette série depuis la saison 4 et encore plus avec cette saison 5? Victor vous ramène l'avion de Daniel avec le moteur qui est niqué et sans prévenir visiblement vous avez décidé de prendre la carcasse de l'avion cargo que vous aviez utilisé en début de saison pour arriver ici. Il n'y a aucune épreuve, vous faites que vous compliquer la vie pour compliquer cette mi-saison alors qu'en vrai en prenant le scénar ça devrait prendre à peine 3-4 épisodes pour conclure si la réalité de la série était logique et sensée. On a en parallèle John et Dwight qui partent continuer de chercher Sherry. John demande à Dwight comment il a été séparé de Cherry, il répond pas vraiment. Dans ma tête c'était un peu comme ça. Je viens simplement de très très loin. Plus loin, Dwight raconte à John comment on lui a dit de partir. When I left where I was, or when I was sent away, the person who sent me away knew all the shit I'd done, but he knew I loved her. So he said, find her, make it right. If I ever see your face around here again, I'll kill you. Ouais, puis il t'a surtout dit de ne plus jamais revenir, sinon il te tue, quoi. Comment il lui explique, on dirait que les adieux se sont faits en bons termes, alors que pas du tout. Et c'est l'un des problèmes avec cette série, c'est que le côté drama de la série est fortement diminué. On est plus dans une ambiance d'espoir, de reconstruction, plus que de l'affrontement des soucis de la réalité. Suffit de voir à quel point les ressources et moyens de transport sont faciles à obtenir avec ce groupe. C'est juste insane. Le John, il embarque Dwight vers un endroit qu'il avait déjà inspecté pour retrouver Sherry. Mais lui, parce que soi-disant une paire d'œils en plus, ça fait le café, arrive en peu de temps à mieux pister qu'un Dwight qui est censé être l'égal d'un Daryl. Où va le monde? En un seul épisode de recherche avec John, on découvre les dernières lettres de Cherry pour Dwight. Dee, I had to kill someone. A man back at that diner. He almost killed me. I know we've both seen so much, too much, but I still don't like the thought of you out there looking for me and all that death, should you. This will be my last letter. Even though this is the end of us, please don't let this be the end for you too. Find something to live for and live. I love you forever, honey. Et après, quand Dwight lui demande s'il a trouvé un message, il ose. You know, if she had taken off, she would have left a letter, like she always does. Did you find anything in the car? No, nothing. Mais mec, pourquoi? On a donc une bande d'enfants et d'adultes qui par on ne sait quelle prouesse arrivent plus ou moins à réparer un avion complètement flingué. You think it's going to work? It was your idea. What do you think? It's going to work. The book says you can only see with your heart, not your eyes.
So I got rid of my eyes. Ça me bat les couilles. And your heart told you the truth? Yeah. Does your heart know how to fix the reduction gear on a 575 horsepower turboprop? Ferme ta gueule, seul. He doesn't need to. Bah si, en fait, ça serait bien de savoir comment le réparer ce putain d'avion. Manquant de pièces pour réparer l'avion, Victor et Charlie arrivent à aller à l'endroit du festival de bière et ils finissent par débarquer avec une putain de montgolfière en forme de bière. Mais what the fuck? Je regardais cet épisode en étant sur Discord avec des amis, je leur ai expliqué le délire mais ils m'ont dit que la série trollait en fait, genre c'est pas possible autrement. Et tout ça pour finir pour ne pas avoir assez de carburant pour se poser près du relais et tomber en zone contaminée non loin de la fameuse centrale nucléaire. Entre temps, les Goonies décident une fois de plus de s'enfuir du relais après qu'Annie ait raconté sa vie à Alicia. Cette dernière part pour tenter de les convaincre une bonne fois pour toutes de revenir avec eux. Elle arrive en face d'un barrage de plusieurs dizaines de zombies et on va me faire croire qu'elle va se les faire easy solo. Ouverture, Victor et Charlie sont foutus. Charlie use son pouvoir magique qui est d'appeler les zombies à la suivre parce que c'est bien connu qu'un zombie t'écoute quand tu lui parles. Hey! Everyone, this way! Alicia s'est bien faite toute la horde devant elle, solo. Easy peasy lemon squeezy. Tout l'enjeu du bordel, c'est de sauver Victor et Charlie, mais surtout en ne s'exposant pas trop près des zombies radioactifs. Et Alicia, qui a l'air d'en croiser pas mal, s'en fout complètement, puisqu'on la voit durant son petit massacre être quand même assez proche de ces zombies-là. Ça choque personne. Je suis choqué. Alicia est perdue, elle avait l'air d'être sûre de son chemin, pourtant elle arrive à se perdre. Le petit prince Dylan débarque pour la sauver. Victor et Charlie ont réussi, je ne sais pas comment, à diriger les zombies autour d'eux, pour qu'ils ne finissent par n'être qu'après Victor qui déplace difficilement tout seul une hélice, tandis que Charlie attend qu'il arrive au piège alors qu'elle aurait pu très bien l'aider pour aller plus vite et faire descendre leur rideau MacGyver fait avec les restes du ballon de la montgolfière. Les zombies qui restent devant comme si c'était un mur ou une vitre alors que la logique voudrait qu'ils tombent étant donné qu'ils se ruent dessus. Alicia se fait emmener par le petit prince Dylan dans la base des Goonies, bien qu'apparemment elle ne soit pas la bienvenue. Annie demande à Alicia ce qu'est son arme et celle-ci lui dit « c'est mon passé, ça me permet de survivre jusqu'à demain ». Ça devient ridicule cette culture de l'arme de prédilection d'un personnage, la série veut vraiment que t'imprimes ce délire. What exactly is this thing? This is my past. Then why do you have it now? It's a thing that gives me another day. Ça ne fait que confirmer ce que j'ai pu en dire déjà l'an dernier dans la critique salée de la saison 4. Le face-à-face Annie-Alicia, pour une énième fois, l'a persuadé que sa communauté de Goonies va mourir s'il reste ici, et qu'il ferait mieux de venir avec elle et les autres, monter dans un avion, même si ça semble fou comme plan. Annie lui dit qu'elle sent qu'Alicia ment, qu'elle ne vient pas dans une forêt infestée de zombies pour sauver des enfants. Non, en fait, elle fait tout ça parce qu'elle veut se racheter d'avoir tué des gens. Dans cette série, ils sont tous devenus accros à la rédemption. Bouhou, j'ai tué des méchants qui voulait me tuer, j'ai fait des choses mal pour survivre, donc il faut que je risque ma vie pour me racheter. C'est pénible et quand je vois la scène, j'y crois pas une seconde. Pourquoi vouloir construire cette espèce de Dark Alicia alors qu'elle pourrait tout simplement vraiment vouloir sauver les enfants pour les sauver et pas pour se racheter parce qu'elle a tué des connards. Et les gosses, ils sont ridicules, pas crédibles. Alicia discute tranquille avec Annie, mais il y en a quand même qui restent à pointer leurs armes à feu sur Alicia au cas où, tu sais. Ça aurait été des gardes du corps russe, j'aurais pas trouvé ça chelou, mais là avec des enfants, ça passe pas. Shit. Althea, de retour à la base, remarque une fuite dans l'avion, vérifie les commandes et ne fait que dire « shit ». On a compris, Micheline, c'est la merde. Il leur faut du kérosène d'avion et Althea sait où en trouver. D'ailleurs, à ce moment, June et Luciana ne sont toujours pas partis aider Victor et Charlie alors qu'elles avaient proposé leur aide. Et c'est pour ça que durant l'épisode, Morgan prend son temps, entre guillemets, alors qu'ils sont un peu en situation d'urgence. Morgan prend bien soin de rappeler à Alicia qu'ils sont là en mission, qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, que s'ils le font, c'est bien parce qu'on reçoit toujours l'appareil. En gros, si tu fais une bonne action, il t'arrivera quelque chose de bien, le karma quoi. Ce détail peut sembler ne pas être très important, alors qu'au contraire, toute l'histoire de ce renouveau de Fear se base en grande partie là-dessus. Morgan, le Messie et ses apôtres. Tout l'enjeu de cet épisode, c'est qu'ils doivent tous se retrouver au relais, réparer et rendre fonctionnel l'avion, car Grace les a prévenus que le deuxième réacteur nucléaire de la centrale va bientôt rentrer en fusion, et s'en suivra une espèce d'explosion. John arrive à joindre June par radio, elle lui demande de rentrer rapidement, l'informe de la situation, et
qu'avec Althea, elle cherche du kérosène pour l'avion. Après quelques secondes, comme par hasard, ils n'arrivent plus à communiquer. À ce moment-là, Dwight dit à John qu'il peut partir rejoindre l'avion, que lui, il continuera à chercher Cherry. John hésite à lui faire lire la lettre que Cherry lui a laissée pour le dissuader de continuer et la chercher, et finalement, il décide de ne pas lui montrer. Bon, le bordel, il tient le pas de plard, pas du tout discrètement, mais Dwight ne remarque rien. Pfiou, et heureusement, sinon on continuerait pas de tourner en rond avec cette intrigue de merde où John est un vrai con et décide de ne pas lui donner cette putain de lettre. D'accord, bon, il y a pas le feu, cool. Durant cet épisode, Victor lâche un discours à Charlie, comme quoi lorsqu'ils ont décidé de partir en avion parce qu'ils avaient entendu quelqu'un à la radio, il aurait eu le temps de monter dans l'avion avec les autres mais qu'il a hésité, qu'il ne croyait pas vraiment en leur cause. En considérant l'évolution qu'il a eue durant les 3 premières saisons, et la 4e où il n'était pas vraiment dénué de courage, la série lui fait dire des choses qui le font régresser en fait. On lui colle l'étiquette du gars indécis qui fuit beaucoup les choses, alors qu'on avait déjà plus ou moins remédié à ce trait de caractère qu'il avait par le passé dans la série. On est vraiment encore dans cet esprit de nos personnages doivent être en rédemption, ils doivent tous faire ce qu'ils font pour se racheter, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent être meilleurs et aider tous ceux qu'ils jugeront devoir sauver. Le souci avec ça, c'est que ça accentue vraiment le fait que la saison 4 a fait table rase du passé, des 3 premières saisons, et ça je peux pas accepter en fait. Je comprends pas qu'on puisse l'accepter, de se dire c'est pas grave, on est reparti sur quelque chose d'autre, il faut accepter les choix scénaristiques douteux, je comprends pas. Morgan sauve Victor et Charlie ayant mis une combinaison anti-radiation que Grace lui a laissée dans sa maison. Dans les bois, Annie parle avec son frère Max par rapport au fait qu'Alicia ne peut pas les aider, qu'elle est perdue et qu'ils doivent rester dans leur cachette secrète. Ils discutent bien sûr tout en remettant en place leur barrage de zombies et comme par hasard, 2-3 zombies se détachent, mais ils préfèrent fuir plutôt qu'essayer de les rattacher, ou simplement de leur foutre un coup de couteau dans le crâne. 2-3 zombies, on est d'accord. Bien évidemment, ce qui n'était que 2-3 zombies se transforme en une horde, un peu comme si les zombies qui s'étaient détachés avaient réussi à détacher les autres. Il n'y a plus de crédibilité en fait. Là, Annie et le Max, ils étaient de base en train de rattacher des zombies tous les deux. En gros, ils ont tenu des zombies pour les attacher, mais se défendre quand 2-3 zombies se détachent, c'est trop dur. Il faut à tout prix être en danger, ramener la horde aux portes de leur base secrète pour qu'Alicia puisse être leur Avenger, et qu'ils finissent par accepter d'être sauvés et prendre l'avion. Waouh, Dylan le petit prince tient un cahier de dessin, et plus Alicia tourne les pages, et plus c'est glauque jusqu'au dessin de zombies attachés par des boyaux. Waouh, traumatisé l'enfant. Au début, il faisait des cauchemars de ces zombies, mais ça c'était avant en fait. Maintenant il a plus peur. Mais Alicia lui dit que maintenant il vit dans un cauchemar. Dans son cauchemar. Waouh! Subtil. En cherchant toujours à ralentir la fusion nucléaire, voire la stopper, le générateur de Grace crame. Morgan l'appelle par radio, elle dit qu'elle peut toujours leur gagner du temps et qu'elle viendra au relais quand elle aura fini. Sauf que Morgan, tel le prince Messi sauveur de la veuve et l'orphelin, ne fait pas confiance à une femme, laisse un pick-up à Victor et Charlie pour qu'ils aillent apporter les hélices au relais. June et Althea ont récupéré assez de kérosène pour envoyer Schwarzy sur orbite. Althea est bien évidemment allée chercher tout ça dans la réserve qu'Isabelle a utilisée pour son hélico. Et au vu de son regard, on sait que June sait qu'Althea cache quelque chose. June retente de contacter John sans succès, et là, Althea craque complètement et rompt sa promesse en révélant à moitié ce qui s'est passé. Qu'elle a rencontré quelqu'un pour qui elle a ressenti des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps, et qu'elle ne pourrait jamais plus la revoir cette personne, et qu'elle ne sait pas si elle peut vivre avec ça. Et là, June nous rebalance à la figure son histoire de je t'aime moi non plus avec John, et c'est une purge à entendre. Elle compare la situation d'Althea à la sienne, alors que elle est partie d'elle-même en fait. Elle aurait pu rester avec John en saison 4, mais elle a choisi de partir. Donc cette souffrance de perte, elle se l'a infligée toute seule. Il n'y avait pas de contrainte à cause d'une activité quelconque ou d'un secret genre classé défense. À n'importe quel moment, elle avait l'opportunité de faire machine arrière pour retrouver John. Un peu comme Cherry avec Dwight en ce moment. Tout ça pour dire que c'est pas pareil et qu'en plus la conversation est traitée avec une musique triste en mode waouh, c'est trop beau ce qu'elle dit. Alors qu'on... Ça bat les couilles! De retour à la base des Goonies, la horde qui va à tout moment éclater les planches de bois qui font office de mur, Alicia prend les choses en main comme le bon héros qu'elle est, elle demande combien ils ont de munitions et la réponse... How many rounds do you have? How many? None. The guns aren't loaded. Arrête-moi cette dompe, putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'ados que la série met en avant en mode c'est des survivors, attention, ils font peur en attachant des zombies avec leurs boyaux, ils sont blindés comme l'armée rouge à Staline, mais zéro munitions. Bon, bien sûr, Annie fait la patronne confiante aveugle et dit qu'ils y arriveront tranquilles, sans l'aide de Super Alicia. Sauf que bien sûr, les zombies trouvent un chemin, telle la vie dans Jurassic Park. Life, finds a way.
Les gosses attestent des capacités d'Alicia parce que ouais, durant l'épisode ils ont confié son arme, parce que on sait pas en fait, fallait trouver un prétexte pour qu'Annie accepte l'aide d'Alicia d'une façon ou d'une autre. Du coup Alicia se remet au nettoyage solo qu'elle avait commencé en début d'épisode. On retrouve John et Dwight et alors qu'enfin ils tombent en panne d'essence et que le camion d'en face ne démarre pas, ils sont dans la merde aussi bien pour continuer de chercher Cherry que pour retourner au relais pour prendre l'avion, c'est là que John décide enfin de remettre la lettre à Dwight et forcément il le prend mal et s'en va sans rien dire tandis que John répète qu'il est désolé. Mais après que John rampe comme un chien pour ne pas se faire engueuler par un Dwight en colère, en fait ce dernier n'est pas du tout en colère et comprend même pourquoi John lui a menti. Même si Cherry lui a dit d'arrêter ses recherches, il ne veut pas, alors il décide de ne pas arrêter de la chercher tout en arrêtant de la chercher un moment, le temps d'aider John à retrouver June, parce qu'il faut faire comme eux dans la saison 4, pour retrouver ton amour, il faut arrêter de la chercher en aidant quelqu'un pour que sur un gros coup de chance Samir, retrouver sa bien-aimée par hasard. On dirait un plan digne de Jack Sparrow. Voilà ce qu'il faut que nous fassions tous. Nous devons nous battre pour prendre la fuite. Oui! Retour chez les Goonies, Alicia enchaîne les zombies comme un bon vivant enchaîne les tranches de saucisson à l'apéro, et ce qui devait arriver, arrive. En retirant son arme d'un zombie, elle se prend une bonne giclée de sang sur la bouche, sang d'un zombie radioactif, visiblement, puisqu'il a le même collier que celui qui avait contaminé Morgan durant le 2e épisode. Bref, c'est la merde. Elle insiste bien à Annie qu'ils doivent partir et aller au relais pour prendre l'avion. Annie limite à chialer et te sort. I don't know what you did, but I know you made up for it. You can let go too. Bah ouais, tu t'es racheté, mais tu vas crever par radiation nucléaire. Après avoir aidé Grace durant la nuit, Morgan récite son histoire de... Man who helped me when I was stuck. His name was Eastman. He taught me something that helped me get unstuck. He taught me that all life is precious. All life is precious. All life is precious. Barbant à souhait. Et ne me dites pas c'est cool, c'est nostalgique, etc. parce que la grande majorité du public avait craché sur cet épisode entièrement consacré à Morgan et son mentor durant la saison 6 de Walking Dead. Pourquoi ça serait cool 3-4 ans plus tard d'Enfir en fait? Cette discussion entre les deux qui t'indique tellement qu'il y a de l'électricité dans l'air comme on dit. Fin d'épisode, les Goonies reviennent au relais. Luciana fait la présentation avec Victor et Charlie. Le petit prince Dylan fait la remarque à Charlie. The Little Prince. It was your book. Yeah. Yeah, it was. Mais ça me bat les couilles! Strand demande aux gosses où est Alicia et Annie répond qu'elle est restée là-bas, chez eux, sans préciser bien sûr qu'elle est sûrement morte. Mais ne nous inquiétons pas, Alicia va très bien, elle a réussi à s'enfuir de la base des Goonies tranquillou et marche à l'aise tandis que le reste de zombies la suit. Elle boit même l'eau d'une rivière en pleine zone radioactive. Au KLM. Faut se nettoyer le sang radioactif avec de l'eau douteuse. Morgan l'appelle par radio, demande si tout va bien, Psartek tout va bien mais je te dis pas que j'ai été infecté par le sang radioactif d'un zombie. Il la félicite d'avoir réussi à convaincre les enfants à revenir avec eux, et il revient sur leur discussion de la journée quant à leur mission et lui dit qu'elle a sûrement raison, que ce n'est pas que pour sauver des vies qu'ils font ça, que c'est également pour avoir une vie, qu'en aidant des gens, ces derniers les aideront en retour. En gros, il lui répète ce qu'il avait déjà dit plus tôt dans la journée, mais avec une tournure de phrase différente. Elle lui dit « T'as raison, on va vivre », il lui demande où elle est, elle ne répond pas et se relève car la horde est à nouveau derrière elle. Et enfin, l'alarme nucléaire retentit dans la nuit, du coup les zombards sont attirés à la centrale. Fin d'épisode. Flashback d'avant le début de saison, où le groupe transmet par radio leur message pour aider quiconque les entend. Alors bien sûr, ils y passent tous, Ils font tous leur petit message radio, comme si qu'ils avaient tous besoin de le faire. Et l'autre là, Sarah, même par message radio, elle nous parle encore de bière. C'est vraiment le running gag à la con, quoi. Je me demande jusqu'où ils vont aller avec ça, en fait. On insiste encore et toujours sur cette histoire de se racheter, et ils finissent par avoir quelqu'un, un certain Logan. Retour au présent, Logan est dans l'usine. Pour rappel, c'est bel et bien lui qui est présenté comme le méchant de cette saison. C'est lui qui a envoyé au casse-pipe Morgan et compagnie pour reprendre l'usine en sneaky. Donc on peut s'attendre à quelque chose de stylé en fin d'épisode. Non. Morgan et Grace ont récupéré Alicia. Elle prend une douche, le remède contre la radioactivité. Je précise pour ceux qui n'ont pas compris le concept de la douche d'Enfir. Et contrairement aux autres armes, celle d'Alicia ne craint pas la radioactivité. Donc tranquille, elle a toujours son arme de super-héros. L'enjeu de ce début d'épisode, c'est de semer, éloigner la horde de zombies qui suivait Alicia depuis chez les Goonies.
Ils ont été gentils, il y a eu une trêve durant la nuit. Et je rappelle qu'un épisode plus tôt, Alicia se faisait à elle toute seule des dizaines et des dizaines de zombies easy peasy lemon squeezy, mais là visiblement ils sont trop. Si Morgan et Grace étaient du même level qu'Alicia, ils auraient foutu une combinaison anti-radiation et Salam mon pote s'était plié en 2-2, dommage. Ils ont pas assez XP en fait. Et puis on est sur le dernier épisode de mi-saison, donc faut du suspense. Bilan de la situation, John et Dwight sont toujours pas revenus au relais, Morgan, Grace et Alicia sont avec la horde de zombies, tous les autres s'occupent de l'avion et cherchent à avertir Sarah et Wendell de leur arrivée. Et bien sûr l'explosion nucléaire leur pend au nez. Sarah et Wendell qui ont donc réussi à partir du relais pour retourner à l'usine sans avion. Dwight et John ratissent des dizaines de bagnoles pour espérer en trouver une qui va démarrer. Et c'est le cas, Fear c'est devenu un peu comme GTA en fait. Dès que les scénaristes sont dans l'impasse, pour faire des miracles, ils utilisent un code GTA pour débloquer la situation avec une bagnole remplie à fond d'essence. Si c'est pas beau. Durant une conversation en voiture, Alicia nous fait la révélation de l'année. Au bout d'un moment, quand elle était toute seule contre les zombies chez les Goonies, elle s'est arrêtée de les tuer. Elle précise que ça semble stupide, même si elle sait qu'ils sont morts, elle ne pouvait simplement plus continuer. Eh bien oui, c'est totalement stupide, et Morgan, en bon Jésus-Christ qu'il est, il lui dit qu'elle n'a rien à se reprocher, et qu'une fois qu'ils seront rentrés, il lui apprendra son art, car il pense que vu que ça l'a aidé, ça pourrait l'aider elle aussi. En gros, elle hérite un peu du chemin qu'aurait pris son frère s'il était encore là avec Morgan. Les deux commençaient à bien s'entendre, si bien que Morgan lui avait filé son petit bouquin. Grace arrête la voiture, les trois se baissent, et la horde de zombies passe à côté de la voiture tranquillou, comme si de rien n'était. C'est une voiture qu'ils suivent depuis des heures, on est d'accord. L'alarme ne retentit plus, ce qui veut dire que la fusion nucléaire a lieu. On entend l'explosion au loin, finalement un zombie plus intelligent que les autres regarde dans la voiture, et boum, la horde se retourne. Mais vraiment tous les zombies se retournent quoi. Grace fait une marche arrière éclaté au sol, sa camionnette est coincée, c'est des champions pour faire les pires conneries du monde dans Fear. On voit Sarah qui débarque devant l'usine et parle avec Logan, et là moi qui pensais que Logan allait être un ennemi potentiellement cool, en fait il s'avère qu'il laisse l'usine car il était venu pour y trouver quelque chose, mais on sait pas quoi bien sûr. Tout ce qu'on sait c'est qu'apparemment les gens qui l'accompagnent tenaient vraiment à ce qu'il trouve ce fameux objet, ils ont l'air assez vénères contre lui d'ailleurs. Donc là on se demande s'il n'aurait pas finalement vraiment besoin d'aide en fait. En tout cas Sarah elle lui demande son aide pour faire une piste d'atterrissage pour les autres. Elle nous sort son histoire de méchante qui a vu la lumière divine noire nommée Morgan et que maintenant elle cherche à se racheter vis-à-vis de ce qu'elle a fait à Clayton, qui était, rappelons-le, l'associé de Logan dans l'usine. Dieu merci, Logan l'envoie chier. S'il aurait accepté, je me serais rasé la tête sur le champ. Retour à Dwight et John qui ont finalement une panne avec leur caisse, laissant ça tourner à Skip. Ils sortent et voient au loin l'explosion. John parle avec June par talkie et là encore une sacrée scène. Apparemment ils sont assez près pour voir l'explosion, mais ils sont à la fois trop loin pour potentiellement arriver à temps à l'avion. Et John nous sort son discours avec un espèce de cri chelou avant d'y aller. Mais qu'est-ce que c'est que ce cri? From the moment I laid eyes on you, I knew I'd find my reason to live. I want you to always have a reason too. John. You live, June. You find something to live for and you live. Promise me. Come on. I promise. John! I love you, babe. Wow, cet amour incroyablement fort et beau, putain. J'ai envie de chialer, pardon. Plus de batterie. Merde. Ils aperçoivent un arbre avec un petit message. Morgan, Grace, Alicia et la Horde finissent par se pointer non loin de l'avion et ils ont besoin d'aide. Retour sur Sarah et Wendell qui se demandent ce que Logan et son groupe ont bien pu vouloir trouver dans l'usine. Sarah est deg de ne pas avoir reçu l'aide. We can't go down like this, Wen. I'm not losing at the game of life. Not this round. Ah donc c'est bien un jeu toute cette histoire en fait, vous faites des parties, ah d'accord. Heureusement le Deus Daniel Salazar a fait le chemin depuis son entrepôt pour les aider à faire la piste d'atterrissage. Bien sûr il a tout entendu par radio mais il s'est pas dit que ça serait bien d'informer les gens de sa venue. Je me souvenais plus qu'il aimait faire des surprises dis donc. Retour à l'avion, la Horde approche, Grace laisse Morgan utiliser son vieux bâton qu'il n'a pas utilisé depuis le début de la saison. Waouh, c'est comme voir Yoda sortir son sabre, le laser, youpi. Moi avant il était très dangereux de l'utiliser, mais maintenant étant donné qu'ils vont sûrement se prendre des poussières radioactives, c'est tranquille, tu peux l'utiliser Morgan, mais quand on rentre, faudra prendre une bonne douche, hein. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, porque estaba la ballena agarrada.
metí entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. Con los dos sacos largos. On a pu parler de fonds verts dégueulasses durant les saisons 7 et 8 de The Walking Dead, parlons de celui-ci. C'est tellement ridicule, on est sur un autre level là, vous pouvez pas le nier. Bien évidemment, John et Dwight ont réussi à trouver une autre bagnole fonctionnelle, et ils arrivent juste à temps pour prendre l'avion, et bien sûr il faut débarquer avec classe et tirer au pistolet pour gâcher des balles pour rien. Juste quelques zombies qui s'accrochent à l'avion à liquider pour qu'il décolle easy, bien que tu sens qu'il est pas totalement fiable cet avion. Dans l'avion, Morgan, tout content, astique son bâton radioactif et Althea, en voyant le paysage, dit qu'elle n'a jamais rien vu d'aussi beau depuis la fin du monde. Toujours dans l'avion, Alicia nous fait un bilan de la mission commando de cette première moitié de saison 5. Morgan avait raison, on ne peut pas que proposer de l'aide par radio puisque ça a donné Logan. Elle demande à Morgan ce qu'ils doivent faire maintenant. Alors attention, maintenant ils doivent continuer à aider les gens mais en oubliant de pas vivre. What do we do now? We're gonna make it back. Then we do what I said. We keep looking for people to help, but we make sure we're living too. How do we do that? I don't know. That's what we're gonna have to figure out, Alicia. Mais comment ça, tu sais pas? C'est ce que vous faites depuis le début en fait. Vous avez aidé les enfants et Grace et vous étiez vivant tout du long. C'est pas beau ça? Eh, vous vous compliquez la vie, hein, les scénaristes, c'est dingue. Grace met en danger sa vie, se détache et se lève pour casser le bout du bâton de Morgan qui était infecté par radiation. Donc Morgan maintenant il en a une petite. Ah, tais-toi, je suis malade. Pardon. John raconte à June son aventure avec son nouveau meilleur pote Dwight et il explique que ça lui a fait comprendre des choses et qu'il devait en dire certaines autres parce que quand le Toki s'est éteint un peu plus tôt, il pensait ne plus pouvoir lui parler un jour. Et putain, quelle scène d'amour incroyable. Il s'enfile un bon bec et fait une bague avec le papier de celui-ci pour demander June en mariage. Qu'est-ce que c'est ridicule, franchement, putain. La nuit tombe, Daniel, Wendell et Sarah ont fait la piste d'atterrissage avec des guirlandes de Noël. L'avion approche, tout va bien, quand d'un coup, waouh, Wendell se retrouve à se battre tout seul contre des zombies. Et bien sûr, son coup spécial d'épique derrière son fauteuil roulant est pas ouf. Donc il se retrouve débordé et un zombie arrive à débrancher l'électricité de la piste en marchant dessus, comme par hasard. Il finit par arriver à niquer le zombie devant lui qui a débranché le courant des guirlandes, mais n'arrivant pas à se déplacer à cause de son idée de pique à la con, il décide de se jeter par terre et ramper pour remettre le courant pour la piste d'atterrissage. Et bien sûr, tout ça... L'avion finit par atterrir et Wendell, contre toute attente, ne meurt pas bouffé par le zombie qui s'était décroché des pics de son fauteuil. Daniel, Wendell et Sarah attendent les autres qui arrivent au loin pour le moment câlin et surtout le moment... We're all still standing. That you, Momo? All right. Momo? Ouais, Momo, ouais. C'est super drôle de dire Momo au lieu de dire Morgan. On a le serrage de main d'homme entre Daniel et Morgan qui se rencontrent pour la première fois. Un moment qui devrait être historique et ouf, mais dont on se torche complètement le fion sur cette scène. Le petit prince Dylan parle à Luciana. Luciana. I forgot to get this back to you. Thanks for letting me read it. It really helped me a lot. Ok. Mais ça me bat les couilles. Daniel et Alicia se revoient depuis la saison 3 et putain c'est bien le seul moment que j'ai apprécié jusqu'à ce qu'elle lui présente Dwight. Encore une fois un moment censé être ouf, la rencontre entre Dwight et Daniel fucking Salazar quoi. Daniel, this is Dwight. He's a friend we met. Friend needs a haircut. D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Ensuite il parle avec Charlie qui est un peu le reflet de sa fille morte. Elle lui dit qu'elle ne pensait pas le revoir et lui explique pourquoi il est revenu. En gros avant il n'arrivait pas à surmonter la mort de sa fille mais vu qu'il est parti quelques jours, bah là il a réussi à faire ce qu'il n'arrivait pas à faire depuis des années. Et vas-y que ça trinque la bière entre Sarah, Luciana et Wendell comme la fin d'un bon vieux épisode de série américaine en mode Tintin. Finalement tout est bien qui finit bien. Morgan teste un peu son bâton, il a l'air d'avoir quand même le seul
soupçonne qu'il soit raccourci, et là paf, une femme au talkie qui déclare avoir vu leur avion, qu'elle utilise les cartons qu'ils ont laissés, et qu'elle les entendait par radio mais n'osait pas parler parce qu'elle pensait que c'était bidon. Excuse scénaristique la plus éclatée du monde, mais ok. Donc du coup elle aurait bien besoin d'aide, et ça, comme vous le savez, Morgan et ses apôtres, ils aiment aider leurs prochains. La communication est interrompue par Logan qui souhaite discuter et arrive instantanément en voiture. Le bordel sort de la voiture et ils sont 10 à lui braquer leurs flingues. Comme si qu'il allait tenter quelque chose tout seul, tu sais. Comme si que c'était l'ennemi public numéro 1, alors qu'au fond, il a juste menti, quoi. Et là, le mec te sort un marché, il révèle qu'en fait, ce qu'il cherchait dans l'usine, c'était le carnet de Clayton, où ce dernier a noté un endroit avec beaucoup d'essence. Et il dit être sûr que le groupe a ce carnet. Luciana répond positif. Ta gueule! Donc le marché, c'est de lui donner le carnet et ensuite il promet de les amener à l'endroit en question. Pourquoi ils ont besoin de ce deal? Bah parce que l'essence est important, voyons. Et s'ils veulent aller aider la femme qui vient juste de les appeler par radio, il leur faudront bien de l'essence pour y aller. Il leur rappelle également qu'ils avaient besoin d'essence pour l'avion, qui était selon lui leur seul putain de moyen de transport pour revenir à l'usine, alors qu'on a très bien vu plus tôt que c'est de la merde, qu'étant donné que Victor, Wendell et Charlie étaient venus en camion au relais rejoindre Morgan et compagnie pour réparer un avion, au lieu de juste prendre les camions pour rentrer. Et qu'en plus Wendell et Sarah rentrent à l'usine. C'est bien eux qui ont fait la piste d'atterrissage pour l'avion, non? On est bien d'accord qu'on nous prend pour des cons ou pas? Parce que là, si tu me dis non, on va falloir m'expliquer, hein. Enfin bref, pour prouver que son deal n'est pas un piège, il précise que les gens de son convoi le tueraient et les tueraient également tous s'ils le savaient ici avec eux. Et là on se demande, mais pourquoi? Et derrière il enchaîne avec... Encore ce syndrome à la con du héros et sa rédemption de merde totalement gratuite. C'est plus contagieux que le virus zombie, moi je vous le dis, hein. Bilan du deal, s'il ne trouve pas l'endroit de Clayton rempli d'essence, ce qui est une nécessité pour Morgan et son groupe pour continuer à jouer les sauveurs, eh bien tôt ou tard ce sera le groupe de son convoi qui le trouveront. Et ça apparemment c'est pas bon. Enfin bon, sur le principe de ce renouveau de la série, l'essence c'est pas vraiment un problème en fait. En une moitié de saison, ils ont plus trouvé de bagnoles fonctionnelles qu'en 4 saisons de Walking Dead, et ils ont rempli d'essence un avion cargo. Ça va, ils se défendent les mecs, sans compter le camion de Clayton et le fourgon d'Altea qui ont tous deux essence illimitée. Pareil pour Daniel qui n'a aucun mal à se déplacer en voiture. Parfois j'ai pu dire d'un personnage que les scénaristes et producteurs ne savent pas quoi en faire, comme par exemple Morgan sur la saison 8 de The Walking Dead. Mais maintenant je le dis haut et fort, ils ne savent absolument pas quoi faire de Fear. En tout cas cette mi-saison, comme on a pu le voir avant, elle ne mène absolument à rien. Le seul et unique atout de cette saison 5 pour le moment, c'est Isabelle qui fait partie de la communauté des hélicos. Car via ce personnage on en a appris un peu, et quelque part ça fait lien avec ce qui se passera avec Rick durant les films prévus pour les années à venir. Et certainement aussi avec le nouveau spin-off de 2020. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous raconter avec cette mi-saison? Résumons un peu les événements pour bien prendre conscience de l'absurdité incontestable qu'a cette série. On démarre quand même sur une scène digne d'un hommage non avoué à Avengers. Les mecs tombent du ciel, survivent à un crash d'avion et sauvent 2 enfants. On pourrait penser qu'ils sont tombés ici par hasard, qu'ils sont en pleine action, qu'ils sont ici pour une excellente raison. Une raison tellement importante qu'ils n'hésitent pas à foncer et atterrir comme des merdes en avion. Et bah non, ils débarquent dans ce coin des États-Unis, on ne sait où, parce qu'ils viennent aider tous ceux qu'ils croiseront sur leur chemin. Le coup des avions comme dans Le Petit Prince, c'est juste pas du tout logique. J'espère ne pas être le seul à avoir remarqué ça quand même. Ils sont à un point A, qui est le relais, qui est autour des Goonies, de Grace et de la centrale nucléaire. Et leur objectif, c'est d'aller au point B, qui est l'usine de Clayton, d'où ils sont venus en avion. Et ils se sont mis dans l'idée que leur seul et unique moyen d'y arriver, c'est en avion. Alors que Victor, Charlie, Wendell et Sarah font des allers-retours entre ce point A et ce point B en camion. Et ils ne font que trouver des bagnoles durant la saison. Mais non, il faut faire le chemin en avion. C'est juste pas possible d'accepter ce genre d'intrigue complètement illogique. C'est complètement con en fait leur délire. Sans compter bien sûr l'intrigue entourant les enfants qui ne mène à rien en fait. Un coup ils sont avec Morgan et compagnie, un coup Annie décide qu'ils doivent se barrer, ensuite ils reviennent et rebolotent. Je me souviens que durant le trailer de cette saison 5, on nous teasait vraiment un danger avec ces barrages de zombies. Tout ça pour une histoire à la con avec des enfants qui ont fait semblant d'être en danger, qui se sont donné du mal à mettre tout ça en scène pour absolument
Que dalle! L'histoire autour de ces 8 épisodes est totalement vide de sens. Ils ne font que recruter plus de personnages et ils ont une histoire d'essence avec Logan. Voilà ce qu'apportent ces épisodes en dehors d'Isabelle et les hélicos. Franchement, ça n'aurait pas dû prendre 8 épisodes pour traiter si peu de choses. Enfin bref, j'espère que cette vidéo aura suffi pour que vous vous rendiez bien compte que ce nouveau Fear n'a pas l'air d'avoir fini d'être à chier, qu'il n'a pas fini de nous surprendre avec ses intrigues à la con et ses scènes totalement what the fuck. Si vous n'avez pas vu les critiques salées précédentes, je vous invite fortement à les voir. Et par rapport à Fear, sur la critique salée 3, je reviens plus en détail sur ce changement de série dans la série. En gros, pourquoi une série de 3 saisons exceptionnelle s'est transformée en un crossover de merde qui a tué l'âme de la série pour en faire quelque chose d'autre. Si cette vidéo vous a provoqué un sourire, un rire et que vous êtes majoritairement d'accord avec ce que je dis sur cette mid-saison, partagez en masse la vidéo, mettez le pouce bleu et surtout commentez, histoire de booster au maximum les chances que cette vidéo rencontre un certain succès. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez cette putain de cloche YouTube pour qu'elle ne vous avertisse pas forcément de la prochaine vidéo à venir. Issou. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter où je suis très actif et un serveur Discord est à votre disposition. Si, je vous assure que vous pouvez, il suffit de quelques clics. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la vidéo sur la deuxième moitié de saison. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление?